Géographie, Memento, commentaire de cartes topographiques, résumé des notions et sujets types. BCPSST-TB, CPGE littéraire, CAPES et agrégation. Chapitre 5, les territoires de la vigne, entre terroir et mondialisation. Le vin participe de l'identité du patrimoine français. Il est autant la représentation d'une région que l'image du pays à l'étranger. D'une très grande variété, 3240 vins différents, la production s'appuie sur des terroirs originaux, associant des éléments physiques comme le sol ou le climat, agro-terroir, à des techniques de vinification fondées sur des identités culturelles et sociales anciennes, socio-terroir. La vigne est la seule activité à générer une symbiose entre une production agricole intensive, intégrer un marché mondial, un pays rural original et un paysage très identifiable. C'est en cela qu'on peut parler de territoire de la vigne, qui, du fait de leur fragilité, sont très sensibles aux évolutions du marché mondial et aux enjeux environnementaux. 1. La France, un pays de terroir viticole. 1. Des situations géographiques propices au commerce du vin. Les vignobles sont très souvent localisés près de grands axes de circulation, le long des vallées fluviales, Loire, Garonne, Rhône et Saône, Rhin, Charente, des routes et des chemins de fer. Ces réseaux, qui empruntent parfois des seuils, comme celui de Bourgogne, ont permis l'exportation de la production viticole à l'échelle nationale ou internationale, comme au Royaume-Uni et vers le reste de l'Europe du Nord depuis le Moyen Âge. Les villes de foire, comme Provins ou Troyes, ou celles qui accueillent les maisons de négoce, Bordeaux, Beaune, Colmar, Reims, Épernay, sont devenues de véritables plaques tournantes de ce commerce. 1.2. La création de socio-terroirs anciens aux paysages spécifiques. La culture de la vigne en France est très ancienne, époque gallo-romaine, et a été fortement développée au Moyen Âge par les moines. Ces derniers, cisterciens en Bourgogne, ont construit des socio-terroirs par le choix des terrains, le perfectionnement des techniques viticoles avec l'épamprage, vinicole avec l'assemblage de cépages, la vinification, la mise en bouteille, et de commercialisation. Une puissante filière s'est organisée, selon les régions, autour de châteaux, comme à Bordeaux, de coopératives, plutôt en Provence et dans le Languedoc, de maisons, Champagne, Cognac, ou de domaines, comme dans la vallée du Rhône, en fonction de chaque territoire. Les paysages viticoles diffèrent. Ainsi, en France, on compte 45% de vignobles de coteaux, 35% de vignobles de plaine et 20% de vignobles de plateau. Ces paysages sont l'héritage d'une forte action anthropique, comme le décrit le géographe Jean-Robert Pitt. Extrait de Jean-Robert Pitt. Le vin de Bourgogne est né dans un monde chrétien, celui des grandes abbayes propriétaires de vignes. Plus encore que les moines et les évêques, c'est la cour des ducs de Bourgogne, brillante et joyeuse, qui a beaucoup fait pour conférer ce caractère au vin, notamment en choisissant le pinot noir. C'est Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, qui, en 1395, fait arracher de tout le vignoble de Bourgogne le déloyal gamay, entre guillemets, et le remplace par un seul cépage, extraordinairement sensuel, le pinot noir. Le Bourgogne, c'est le vin de l'abandon, du plaisir, de la sensualité. Saute citation. L'école bourguignonne, c'est la même que l'Alsace, les côtes du Rhône ou le Jura, une viticulture de terroir où l'assemblage n'existe pas ou très peu. Le vigneron bourguignon est l'homme d'un cépage, d'un climat entre guillemets, dans un millésime. C'est très exigeant. Il n'y a pas de droit à l'erreur, c'est du trapèze sans filet. À Bordeaux, c'est plutôt rare de boire des vins sensuels. Dans l'ensemble, les vins de Bordeaux portent plus à la réflexion qu'à la passion, sont plus du côté de l'esprit que du cœur. Dès le début, ils ont été faits pour les marchés d'Europe du Nord, protestants, calvinistes pour certains, et pour ces consommateurs-là, le vin n'est pas un moyen de voir Dieu, c'est quelque chose qui se boit avec modération, en réfléchissant. L'école bordelaise est une école de l'assemblage. Et d'ailleurs, le viticulteur bordelais y est plus un chef d'orchestre qu'un paysan. Fin de citation dans Bordeaux-Bourgogne, les passions rivales, à Hachette Littérature 2005. Vient la figure 1, le vignoble de Coteaux à Tain-l'Hermitage, un agroterroir et un socioterroir de qualité. Cartigène de Tournon-sur-Rhône, Satilleux, 3035 SB. On y voit Tain-l'Hermitage avec une coopérative viticole. Les vignobles et coteaux orientés ouest-sud-ouest avec un agroterroir de qualité. Ce paysage entourant Tain-l'Hermitage est un paysage de terrasse avec des grandes maisons de vin comme Chapoutier ou Jaboulet et des appellations comme Hermitage ou Cros-Hermitage. Enfin, la ville est desservie par un axe important de passage avec l'A7 et une voie ferrée, mais aussi un couloir venteux qui assèche l'air. 1.3. Une adaptation à des agroterroirs plus ou moins favorables.
La productivité des terroirs viticoles dépend des conditions physiques. La vigne nécessite une certaine douceur. Elle ne se développe pas au-delà de l'isotherme 18 degrés en été pour la maturation du raisin. Elle craint le gel, l'eau et nécessite donc des sols drainés. Les sols conditionnent le choix des cépages qui influent sur la chimie du vin, ses arômes. Ainsi, pour optimiser la qualité de la production, les reliefs de coteaux ou de collines mieux drainés, les zones mieux exposées au soleil, sud et est dans les régions froides comme en Bourgogne, et les sols perméables, calcaires, terrasses graveleuses, sont recherchés. Toutefois, certains agroterroirs ne réunissant pas les conditions idéales sont utilisés pour la vigne, comme les vins des sables en Camargue ou les vins de Palu dans les zones marécageuses du Bordelais. Dans la figure 2, sous-titré Le Médoc, des agroterroirs de qualité inégale. Cartigène de l'Espar Médoc, Pauillac, 1434 SB. On peut voir les zones basses humides, Palu ou Paluda, un mauvais agroterroir pour des vignobles sans château. Et plus près de la côte, Saint-Estèphe, avec un estuaire qui adoucit le climat et qui est utilisé pour le transport, et des collines et terrasses graveleuses, 10 à 30 mètres d'altitude, favorisant le drainage des sols, un agroterroir de qualité. On y voit un vignoble prestigieux, avec l'AOC Saint-Estèphe, des crus classés et bourgeois, organisés en château. 2. Entre crise et performance, des territoires de la vigne en recomposition. 2.1. Des territoires viticoles recomposés par de multiples crises. Enjeu économique majeur, voire monoactivité dans certaines régions. La viticulture française a connu plusieurs crises. Le phylloxéra a dévasté le vignoble entre 1863 et le début du XXe siècle. Dans le Languedoc, les viticulteurs ont privilégié les replantations dans les zones de plaine plutôt que les coteaux. Celles-ci étaient plus faciles à ennoyer pour détruire le phylloxéra en cas de nouvelle infestation. La baisse de la consommation de vin en France, en 1945, 140 litres par an et par habitant, en 2019, 40 litres par an et par habitant, soit 46 litres par an et par habitant en 2020 pour des individus de plus de 15 ans. Cette baisse considérable a provoqué une crise de surproduction. Ces crises ont entraîné une forte baisse des surfaces viticoles et du monde de viticulteurs. En 1960, on comptait 1,5 million d'hectares de vignes, produisant 75 millions d'hectolitres et employant 1,1 million de personnes. Tous ces chiffres ont été divisés par 2 en 50 ans. La diminution de la surface viticole a imposé un changement de mode de production. La qualité a remplacé progressivement la quantité, notamment pour pouvoir stocker des vins de garde en cas de mévente. Les viticulteurs, dont les vignes n'étaient plus rentables, furent encouragés à réduire leur activité, avec la prime à l'arrachage, attribuée par l'Union européenne et par l'État. Certains vignobles ont été moins arrachés que d'autres. Les vignobles de Bourgogne et de Bordeaux ont ainsi mieux résisté que le vignoble languedocien, où l'arrachage des vignes a été important. La figure 3 nous montre le Biterrois, dans le Languedoc, un vignoble ayant perdu 30% de sa superficie depuis 1980. Cartigène de Béziers, 2545 ET. On y voit le vignoble fortement mité, avec de nombreuses parcelles arrachées. Un agroterroir médiocre, avec une plaine attaquée par le phylloxéra. Le seul avantage réside dans l'ensoleillement généreux, permettant une production de masse. Enfin, on peut voir une cave coopérative, pour un vignoble qui ne mise pas sur la qualité, dans la ville de Port-Iragne. 2.2. Une valorisation et une hiérarchisation des territoires viticoles par la labellisation. La création des appellations en 1935 par l'INAO, Institut national de l'origine et de la qualité, reconnaissant à certains terroirs des caractéristiques particulières héritées de facteurs naturels et humains, entre guillemets, a permis l'émergence de territoires du vin, au sens où le vin a donné une renommée à un espace rural parfois peu connu. Ce renom est devenu un enjeu politique et économique. Par exemple, la ville de Châlons-sur-Marne, qui souffrait d'un déficit d'image, s'est rebaptisée en 1995 Châlons-en-Champagne, utilisant le nom du vignoble pour se développer. L'obtention des appellations représente une manne financière pour les viticulteurs dont le vin devient plus facile à commercialiser. Ces appellations conduisent donc à une hiérarchie des terroirs viticoles et donnent un avantage comparatif important à certains territoires, plus valorisés que d'autres sur le marché mondial. Un autre label est délivré par l'UNESCO, qui a classé sur la liste du patrimoine mondial les climats du vignoble de Bourgogne, la juridiction de Saint-Émilion, le Val-de-Loire, les maisons et caves de Champagne. Cette labellisation renforce l'œnotourisme dans les régions concernées, ce qui les redynamise en diversifiant l'emploi, développement du secteur tertiaire. Les routes des vins se multiplient en Alsace, en Bourgogne, dans le Bordelais, dans le Val-de-Loire.
accueillant 10 millions de no-tourisme par an. Vient ensuite un tableau avec les différents labels. AOP, appellation d'origine protégée, délivré par la Commission européenne, plus l'INAO, l'Institut national d'origine et de qualité, mais aussi comme label l'AOC, l'appellation d'origine contrôlée, délivré par l'INAO et la Chambre d'agriculture. L'AOP et l'AOC respectent le cahier des charges suivant. La région de production est délimitée, les cépages et les techniques de vinification, le degré d'alcool, les rendements par hectare sont réglementés. Toutes les étapes de la production doivent avoir lieu dans la zone géographique délimitée. Pour les chiffres, 385 vins et eaux-de-vie ont une AOP ou une AOC en France en 2020. 432 252 hectares de vignes en 2020. 19,5 millions d'hectolitres en 2020 et 20,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Pour les AOP et AOC. Vient ensuite l'IGP, l'indication géographique protégée, délivrée par l'Union européenne et l'INAO. Pour le cahier des charges, la zone délimitée est plus grande qu'une AOP. Les techniques de vinification sont moins réglementées. Les cépages ne sont pas figés. Au moins une des étapes de la production doit avoir lieu dans la zone géographique délimitée. On compte 111 IGP viticoles, 13,3 millions d'hectolitres produits en 2020, 203 653 hectares de vignes en 2020 et 2,85 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Vient en dernier le label VSIG, vin sans indication géographique ou vin de France. Elle n'est pas délivrée par une institution. Tout vin produit en France et n'ayant ni AOP ni IGP est un vin de France. Pour le cahier des charges, il n'y a pas d'indication géographique et pas de cahier des charges. Le vigneron est libre de choisir ses cépages et ses techniques de vinification. Aucune mention de millésime n'est obligatoire. Pour les chiffres, elle concerne 79 309 hectares de vignes en 2020 pour 3,1 millions d'hectolitres en 2020. 2.3. Un marché très concurrentiel qui renforce la hiérarchisation des territoires de la vigne. En 2022, le vignoble chinois a produit 2,14 millions d'hectolitres, ce qui représente une baisse très importante par rapport à 2012, où 13,82 millions d'hectolitres ont été produits. Avec d'autres vignobles, tels que celui des États-Unis, 22,4 millions d'hectolitres en 2022, ou du Chili, 12,4 millions d'hectolitres en 2022, ils constituent néanmoins de sérieux concurrents aux vignobles français. Cette concurrence à l'échelle mondiale ne cesse de s'accroître du fait de l'amélioration de la qualité globale du vin, mais aussi en raison des conditions d'exploitation parfois plus avantageuses, coût de la main-d'œuvre ou du foncier plus faible, ou encore du fait des flux mondialisés permettant d'acheminer du vin du monde entier à moindre frais. Les vins français sont concurrencés par des vins espagnols et italiens, par ceux du Nouveau Monde, États-Unis, Chili, Argentine, et plus récemment par ceux de l'Australie, de la Chine, de l'Afrique du Sud et de la Nouvelle-Zélande. Le Jugement de Paris, en 1976, dégustation à l'aveugle entre vins français et vins californiens, réalisé par les plus grands spécialistes mondiaux, a fait gagner les vins californiens, ce qui a montré que le vignoble français n'avait pas le monopole de la qualité. Les critiques, à l'image de Robert Parker, jouent donc un rôle accru sur le marché international du vin, en étant bien souvent à l'origine du succès ou de l'échec d'un vin. De plus, le vin produit en France est essentiellement un vin d'assemblage, peu lisible pour les nouveaux consommateurs, notamment issus des pays émergents, qui recherchent des vins monocépages, comme le sont les vins du Nouveau Monde, Cabernet Sauvignon, Merlot, Errant, Tempranillo, Chardonnay, Syrah, Grenache Noir. Face à cette forte concurrence internationale, les territoires de la vigne voient leur organisation bouleversée. En Champagne, dans le Bordelais ou en Bourgogne, les prix des terres viticoles s'envolent, contrairement aux vignobles du Languedoc, où l'on arrache la vigne. Ainsi, en Champagne, la moyenne du prix de l'hectare est de 1,1 million d'euros, ce qui empêche l'achat de ces terres par des viticulteurs modestes. Seuls des investissements milliardaires, souvent étrangers, peuvent se permettre d'acheter des rangs de vignes françaises. Ainsi, 2% du vignoble français appartient à des étrangers, mais 41% du vignoble bordelais est détenu par des étrangers. En transformant le vin en objet de luxe et de spéculation, la mondialisation renforce la hiérarchie des territoires de la vigne en France. Le passage est suivi de la figure 4, le vignoble champenois, un vignoble de renommée mondiale, Cartigène, d'Épernay, 2713 SB. On y voit une forêt conservée sur le plateau avec protection contre le vent et drainage de l'eau. La vallée de la Marne, un axe de passage permettant l'exportation du champagne. Une usine liée à l'activité viticole avec verrerie et étiquetage. Se trouve la principale agglomération de cette carte, à Épernay, capitale du Champagne. La maison de Champagne Moët et Chandon,
Paul Roger et De Castellane qui donnent leur identité au terroir, un développement de la vigne sur les coteaux exposés au nord pour la Côte des Blancs, un agro-terroir moins prestigieux avec une coopérative, et un agro-terroir de qualité, le vignoble de coteaux exposé au sud, aussi appelé Cuesta d'Île-de-France, avec des grands crus comme AI, A-Y avec un tréma, et premiers crus comme les Cumières. 3. Quelle durabilité pour les territoires de la vigne de demain? 3.1. L'enjeu économique. Un renouvellement des pratiques et une diversification des activités pour faire face à la mondialisation. Pour faire face à la concurrence et répondre aux demandes de la clientèle étrangère, américaine, japonaise, russe, chinoise, les viticulteurs français s'adaptent. Comme dans le Libournais, choisissent de produire des vins monocépages. D'autres, comme en Charente, misent sur les vins spiritueux, véritables produits de luxe. Ainsi, la maison de cognac Hennessy a développé son label XO, Extra Old, pour l'export. Et appartient, depuis 1987, au groupe LVMH, Louis Vuitton Moet Hennessy, premier groupe mondial de luxe. D'autres, enfin, développent leurs vignobles à l'étranger. Photographie s'y contre. Les viticulteurs français renouvellent également leurs pratiques. Utilisation de la chaptalisation pour sucrer davantage le vin, du bouchon synthétique pour éviter le goût de bouchon, de l'oxygène pour stabiliser la couleur du vin et diminuer son astringence. Les viticulteurs aussi font appel à la robotisation. Chai connecté développé dans le cluster Innovin à Bordeaux, écrit I2NO 'VIN. Robot pour l'entretien de la vigne. Dans le cas des régions où la vigne est en difficulté et ne permet pas d'inscrire le territoire dans la mondialisation, comme le vignoble du Languedoc, l'adaptation se fait en diversifiant les activités locales afin de sortir de la monoculture. L'économie résidentielle, le tourisme ou encore la réorientation vers d'autres cultures agricoles, vergers, céréaliculture, peuvent alors constituer des leviers de développement local. 3.2. L'enjeu social, la vigne, outil de cohésion ou de fragmentation sociale. Pendant des siècles, la vigne nécessitait une main-d'œuvre importante tout au long de l'année pour son entretien, ce qui a permis de fixer les populations. Avec l'essor de la robotisation, le travail dans les vignes pour les ouvriers agricoles sera de moins en moins important dans les années à venir. Par ailleurs, le vin, en devenant un produit de luxe, provoque une hausse du prix du foncier qui devient inaccessible pour les populations locales. Ainsi, dans le Bordelais ou en Bourgogne, le prix de la terre est tellement élevé qu'il génère de la fragmentation sociale, en empêchant les catégories les moins favorisées d'accéder à ces espaces. Vient ensuite la figure 5, avec le vignoble de Cognac, un socio-terroir intégré au marché mondial du luxe. Cartigène de Cognac, Jarnac, 1632 SB. On y voit la Charente, axe d'exportation historique, la route et voie ferrée pour l'export, de 123,2 millions de bouteilles exportées en 2021. La zone industrielle, en bordure de la ville de Cognac, pour la viticulture avec verrerie, cartonnerie, imprimerie pour les étiquettes et de la tonnellerie. Le chai le long de la Charente pour l'élaboration du cognac, qui nécessite un vieillissement de 2 ans et demi minimum, à proximité de l'axe d'exportation historique. Et enfin autour, le vignoble de Cognac, un agroterroir de qualité, avec des sols calcaires drainés. 3.3. L'enjeu environnemental. Risques sanitaires, risques climatiques. La viticulture est une culture intensive, fortement dépendante des pesticides. Les vignerons utilisent jusqu'à une vingtaine de pesticides différents, et sont les plus gros consommateurs de pesticides en France. Après les premiers scandales sanitaires, des efforts importants sont menés, comme dans le Bordelais, le vignoble utilisant le plus de pesticides, où leur utilisation a été divisée par 3 entre 2013 et 2017. Pour faire face à ces pratiques, le vin biologique est en forte progression en France et représente 15,3% de la surface viticole en 2023. Ce vin répond aux attentes d'une clientèle sensible aux questions environnementales et de santé, loin de certains vins concentrant 300 à 1000 fois plus de résidus de pesticides que l'eau potable, notamment pour le Saint-Émilion et les Graves blancs. Enfin, les vins dits nature tendent à se développer. Ces vins sont produits sans pesticides et sans adjonction de soufre, en respectant le calendrier lunaire et les rythmes de production. Face au réchauffement climatique, les vignerons doivent s'adapter. Les périodes de sécheresse peuvent conduire à la mort de pieds de vigne. Un très fort ensoleillement induit une augmentation du taux de sucre dans le raisin, posant le problème du degré d'alcool. Dans la vallée de la Loire, l'augmentation d'1 degré en moyenne dans les 50 dernières années a permis une amélioration qualitative du vin, ce qui laisse penser que les vignobles septentrionaux, en France et ailleurs, vont connaître un essor dans les années à venir au détriment des vignobles du sud,
dont l'irrigation, encore interdite pour beaucoup d'appellations, va devenir de plus en plus indispensable. Conclusion. Face à la nouvelle donne mondiale, les territoires de la vigne connaissent de fortes mutations qui recomposent les relations terroir-territoire échelle mondiale. Entre conservation des traditions et renouvellement des pratiques, ces territoires voient leur identité repensée et leur durabilité questionnée. Quelques repères. La vigne est une agriculture intensive fragile fondée sur un terroir. Elle a une dimension culturelle et patrimoniale. Le vignoble couvre 2% du territoire mais représente plus de 500 000 emplois directs et indirects. La France est le premier producteur de vin au monde en 2023, devant l'Italie. 17,2 milliards d'euros d'exportation de vins et spiritueux en 2022. Un record qui s'explique par la reprise économique après le confinement et la suspension des surtaxes américaines imposées par l'administration Trump sur les vins et alcools français. Pour la source numérique, retrouvez toutes les ressources sur www.lienmini.fr/213133-6 Premier sujet type. La vigne entre terroir et mondialisation. Nuit Saint-Georges, échelle 1,25 millième 3023 OT. Localisation et caractérisation. La carte est située dans l'est de la France, au niveau du seuil de Bourgogne, à l'ouest de la vallée de la Saône, bordure orientale du Massif central, à 30 km de Dijon, à 20 km de Beaune, pays de la Côte d'Or, dans la région Bourgogne-Franche-Comté, dans le département de la Côte d'Or. La carte est structurée en 4 espaces. La vallée de l'Ouche, seuil de Bourgogne à l'ouest, le revers de la Cuesta, plateau élevé appelé la Montagne, la côte de Bourgogne, Côte d'Or, liseré viticole prestigieux composé de la côte de Nuits jusqu'à Cargoloin et de la côte de Beaune au sud. Le quatrième espace est la plaine de la Saône, au pied de la côte. Mémo, pensez à définir mondialisation. Définition de terroir, plus petite unité d'identité spatiale qui comprend des éléments paysagers, agronomiques et socioculturels. Problématique. Un vignoble de prestige fondé sur un socio-terroir d'exception, mais un développement de la région qui demeure limité. 1. Une situation géographique exceptionnelle pour le vignoble. Le seuil de Bourgogne relie le bassin parisien au sillon rhodanien, la plaine de Saône, espace de passage et de transition emprunté par le canal de Bourgogne. Un carrefour de voies de communication. Vers Paris avec l'A38 et le TGV, situé hors de la carte. Vers l'Europe du Nord avec l'A31 et de l'Est avec l'A36 et vers la Méditerranée pour l'A6. Enfin un espace polarisé par Dijon, ancienne capitale des ducs de Bourgogne ayant promu les vins locaux, aujourd'hui pôle marketing pour le négoce de vin. 2. Une logique de terroir. Un cépage, une parcelle, un millésime. Pour un vin unique. Un socio-terroir ancien très travaillé. Construction de clos, entre guillemets, par les moines au XIIe siècle. Enrichissement des sols. Choix d'un cépage unique, pinot noir ou chardonnay, par les ducs de Bourgogne. Vinification très subtile et risquée, car on ne peut pas compenser les aléas de la production par l'assemblage. Population au service de la vigne, avec un chapelet de village en pied de côte. Un agro-terroir de qualité, installé sur un talus, pour la Côte d'Or. Bon drainage des sols, pente et bonne géologie. Bonne exposition, est et sud-est. Développement de la vigne sur l'arrière-côte, pour les hautes côtes de Nuits, en situation d'abri. Une logique parcellaire enfin, avec des climats, à l'origine d'un succès mondial. Les faibles rendements, 35 hectolitres par hectare, pour la Romanée Conti, font de ces vins un produit de luxe. Coût du foncier très élevé également, jusqu'à 10 millions d'euros par hectare. Vignoble labellisé avec l'AOC Bourgogne, Côte de Nuits, Haute Côte de Nuits et Côte de Beaune, et de renommée mondiale, comme les grands crus Romanée Conti, Clos de Vougeot ou Chambol-Musigny, et Œnotourisme avec la route des grands crus. 3. Autour de la Côte d'Or, un développement limité. À l'ouest, un espace de très faible densité, 15 habitants au kilomètre carré, sur la montagne entre guillemets. Filière bois, au service de la viticulture, avec des scieries pour la tonnellerie, la papeterie pour les étiquettes de bouteilles, et complémentarité des terroirs, espace récréatif pour les Dijonnais et tourisme vert. Une urbanisation limitée sur les hautes côtes de Nuits et dans la vallée de l'Ouche, espace qui bénéficie du dynamisme de la côte car très bien connecté à l'A38 qui relie Paris en 2 heures et Dijon, et tourisme vert sur le canal de Bourgogne. Enfin, une plaine de la Saône au développement sans lien avec la côte, périurbanisation et céréaliculture intensive. Conclusion, une côte qui vaut de l'or, tant elle porte des terroirs viticoles parmi les plus prestigieux du monde. Néanmoins,
ce succès ne conduit qu'à un développement limité du reste du territoire. Ce sujet est accompagné de deux figures. La première, hiérarchisation et fonctionnalisation de l'espace sur la côte de Nuits. Nuits-Saint-Georges se trouve au fond de la plaine de Saône, sans identité, avec une périurbanisation orientée vers Dijon et une céréaliculture intensive. On trouve la côte avec un socio-terroir ancien et des toponymes comme Cîteaux ou Clos qui les indiquent, et un agro-terroir de qualité orienté est-sud-est, à l'origine d'un vignoble de prestige, avec des grands crus comme Romanée-Conti et le Clos de Vougeot. Ce terroir est traversé par un carrefour stratégique pour le commerce du vin, et par un œnotourisme avec la route des Grands Crus. Si l'on regarde à l'ouest, plus loin de la ville de Nuits-Saint-Georges, l'arrière-côte est un espace viticole en situation d'abri, qui gagne en renommée avec les hautes côtes de Nuits. On trouve au milieu la papeterie de la Serrée, alimentée par les sommets de l'arrière-côte, plateau exploité par la filière bois, au service de la viticulture, avec sylviculture, papeterie, tonnellerie et scierie. Enfin, viennent des villages de l'arrière-côte, bénéficiant du dynamisme de la côte, avec l'installation de néo-ruraux. La deuxième figure, la rurbanisation dans la vallée de l'Ouche. On trouve l'A38, Paris-Dijon, qui désenclave la vallée de l'Ouche, avec des échangeurs, l'un au niveau de Fleuret-sur-Ouche et l'autre au niveau de Sainte-Marie-sur-Ouche. Ces deux villes sont en croissance démographique, avec de nouveaux quartiers résidentiels peuplés de néo-ruraux, recherchant un cadre de vie agréable et une bonne desserte pour se rendre à Paris ou à Dijon. La vallée de l'Ouche et le canal de Bourgogne sont mis en tourisme avec du canoë, des campings et des voies vertes. La montagne, entre guillemets, au sud et entre ces deux communes, est un plateau élevé et vide devenu un espace récréatif pour les néo-ruraux. Ce sujet est accompagné de deux documents. Le premier, un terroir viticole de prestige, l'exemple du finage de la Vosne romanée. Source, S. Pittiot et J.C. Servant. Les vins de Bourgogne, Pittiot et Poupon, 2010. Ce document est une carte de la Vosne romanée et de ses alentours. On peut y voir de nombreux grands crus. Échezeaux, Grand Échezeaux, La Romanée, Romanée-Conti, Romanée-Saint-Vivant, Richebourg, La Tâche, La Grande Ruée, Vosne romanée premier cru, et enfin Vosne romanée. Pour les enjeux du document, on note le morcellement et l'étroitesse des parcelles, pour ces climats, sur la côte de Nuits. Ces climats hérités de l'époque médiévale sont aujourd'hui classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sur ce schéma, on peut identifier quelques-unes des grandes catégories de l'AOC Bourgogne. L'AOC Grand Cru, la plus haute appellation dans l'échelle de classification des AOC, les parcelles sont très bien exposées et bien ensoleillées, grands crus prestigieux comme Romanée-Conti. L'AOC Premier Cru, avec des parcelles moins bien exposées que dans la précédente catégorie. Et enfin l'AOC Communale, ici Vosne romanée, en rouge clair qui porte le nom du village et dont les parcelles sont les moins bien exposées, en pied de côte à la limite de la plaine, faible ensoleillement et zone plus humide. On note, en haut du schéma, la présence des hautes côtes de Nuits qui s'étendent sur les versants sud des Combes. La D974, ou N74 sur la carte, mais déclassée depuis 2006, qui relie Dijon à Beaune, est la route des Grands Crus, pour le no-tourisme. Dans le document 2, un milliardaire américain affole les prix des vignes en Bourgogne. Source Le Figaro du 7 janvier 2017. Extrait. Faute d'héritiers repreneurs, les propriétaires d'un prestigieux domaine de Bourgogne ont contacté 10 acheteurs potentiels sur la planète. Et c'est un milliardaire américain qui a dépensé une fortune pour 11 hectares de grands crus dans cette région viticole française renommée. La vente du domaine, Bonneau de Martray, dont les vignes s'étendent sur la fameuse colline de Corton près de Beaune, centre-est, la vente se fait à Stanley Kroenke, principal actionnaire du club de foot d'Arsenal. Cette vente est considérée comme la première transaction de cette ampleur en Bourgogne. Le montant exact reste un secret bien gardé. Le chiffre de 100 millions d'euros circule chez les vignerons locaux. Vous êtes loin de la réalité, a répondu laconiquement à l'AFP le porte-parole des vendeurs, interrogé sur cette somme considérable pour 11 hectares, même d'un seul tenant. Une rareté dans le vignoble bourguignon, où les parcelles sont très éclatées. Basé à Pernan-Vergelès, le domaine Bonneau de Martray produit exclusivement deux grands crus très réputés, Corton Charlemagne, un blanc, et Corton, en rouge, essentiellement vendus à l'étranger. De la Californie à la Bourgogne, la meilleure offre a été retenue, celle de Stanley Kroenke, 69 ans, également propriétaire de domaines viticoles en Californie, dont le très réputé Screaming Eagle, dans la Napa Valley. Saute citation, la nouvelle a créé un événement sur la côte, confie à l'AFP le président du Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, BIVB, Louis-Fabrice Latour. Hors famille, environ 1,5% du domaine viticole change de main chaque année,
précise-t-il, après la vente du château de Gévray-Chambertin à un investisseur chinois en 2012 pour 8 millions d'euros. 2 autres ventes avaient déjà marqué. En 2014, le château de Pommard, 20 hectares, a été racheté par un patron de la Silicon Valley, Michael Baum, tandis que le groupe LVMH acquérait le Clos des Lambrais. Enjeu du document. On note la déconnexion du prix, 100 millions d'euros, par rapport à la superficie du domaine à vendre, 11 hectares. À 9 millions d'euros l'hectare, cette vente échappe aux viticulteurs locaux et n'est accessible qu'à une clientèle milliardaire étrangère. Les prix sont tellement élevés que parfois seul un rang de vigne est acheté. Le prix s'explique par la faiblesse du nombre de biens à vendre, souvent conservés dans les familles, par la toute petite taille des exploitations en Bourgogne et par la réputation des crus produits sur le domaine, Corton et Corton-Charlemagne ici. Toutefois, les achats de domaines bourguignons par des investisseurs étrangers questionnent l'avenir de ces terroirs. Dans le contexte concurrentiel de la mondialisation, ces nouveaux producteurs pourraient copier les savoir-faire français, en Californie ou en Chine, voire transformer profondément les pratiques viticoles. Comment protéger cette composante du patrimoine français? Les questions types. Qu'est-ce qu'un clos? En Bourgogne, au Moyen Âge, les moines ont entouré les parcelles de vignes de petits murs de pierres sèches, pour éviter qu'en pâturant, le bétail ne détruise les rangs de vignes. La toponymie rend compte de ces paysages spécifiques de la Bourgogne, avec clos de Vougeot ou clos de Bèze. Les moines cisterciens, pour l'abbaye de Cîteaux, à l'est, hors de la carte, tout comme les ducs de Bourgogne, ont joué un grand rôle dans la construction de ce vignoble. 2. Quels sont les « climats » entre guillemets bourguignons? C'est un terme qui désigne le terroir viticole bourguignon, mais qui ne se réfère en aucun cas à la météorologie. Ce terroir associe une petite parcelle de vigne, originale par sa topographie, pente, sol, exposition, son cépage unique et le savoir-faire des vignerons. Du fait de leur unicité, les 1247 climats bourguignons sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2015. 3. Quel est l'intérêt des coteaux pour la vigne? Les coteaux, grâce à leur pente, permettent un meilleur ensoleillement des parcelles de vigne, un meilleur drainage des sols et apportent de la fraîcheur. On perd 0,6 degrés tous les 100 mètres, soit environ 2 degrés pour un coteau de 300 mètres de commandement. La fraîcheur donnera un vin plus acide et plus vif. 4. Quels sont les cépages utilisés en Bourgogne? Les grands vins de Bourgogne sont des vins monocépages, pinot noir pour les rouges, chardonnay pour les blancs. Le pinot noir est fragile et affectionne les sols calcaires, carrière de Comblanchien visible sur la carte. Bien exposé, à une altitude comprise entre 250 et 300 mètres, il donne naissance à des vins de garde complexes et puissants. On trouve le chardonnay, plus résistant, sur des marnes argilo-calcaires. Il donne des vins blancs secs, montrachet ou merceau. De manière très minoritaire, le gamay noir, cépage rouge, et l'aligoté, cépage blanc, peuvent être assemblés respectivement aux 2 cépages précédents pour former les appellations Mâcon, Bourgogne-Pastougrain et Bourgogne-Aligoté. À tout concours, les cartes et sujets proches. Sujet possible, un territoire de la vigne face à la mondialisation, avec la carte IGN Beaune-Chagny 3024 OT. Autre sujet possible, le Mâconnais, un terrain viticole menacé par la périurbanisation, carte IGN Mâcon-Cluny Roche de Solutré 3028 OT. Autre sujet possible, vignoble et terroir en Champagne, carte IGN Mareuil-sur-Aï de 1813 O. Autre sujet possible, atout et fragilité d'une campagne cognacèse. Carte IGN Cognac, Jarnac 1632 SB. Vient ensuite un focus. De Beaume à Hong Kong, quand les Bourgognes ont la cote. Depuis le XIXe siècle, les vins de Bourgogne sont l'objet de ventes aux enchères. La plus célèbre d'entre elles a lieu chaque année, le 3e dimanche du mois de novembre, aux Hospices de Beaune. De grands crus y sont vendus à des fins caritatives. Cette vente attire des investisseurs français et étrangers. Le vin étant un produit mondialisé, cette tradition de vente aux enchères a fini par gagner le monde entier. Depuis 2008, avec la suppression des droits de douane sur les alcools tirant à moins de 30 degrés, l'ancienne colonie britannique, Hong Kong, est devenue la première place d'enchères pour les grands crus, devant Londres et New York. Les plus grandes maisons de vente aux enchères s'y sont installées, à Kerméral-et-Condit, Christie's et Sotheby's, pour être au plus proche du marché asiatique, très gourmand en vin français. L'arrivée sur le marché de nouveaux acheteurs, chinois, japonais, russes, souvent milliardaires, accentue la spéculation sur ces vins devenus des produits de luxe. Ainsi, en 2023, 10 bouteilles de Vosne Romanée, Cros Parentout 1999, d'Henri Jaillet,
ont atteint le prix le plus élevé jamais obtenu dans une vente aux enchères, 219 160 €, soit presque 22 000 € la bouteille. Avec ces ventes qui ne cessent de battre des records, Hong Kong est donc devenu un wine hub, une plateforme de vente des plus grands millésimes de la planète. Autre sujet type, vignoble et territoire. Castillon-la-Bastille, Saint-Émilion échelle 1/25 millième 1636 E. Localisation et caractérisation, la carte est située dans le sud-ouest de la France, bassin aquitain, pays du Libournais, vallée de la Dordogne et de l'Isle, à 30 km au nord-est de Bordeaux, dans la région Nouvelle-Aquitaine, département de la Gironde. La carte est structurée en 4 espaces. La plaine humide de l'Isle au nord-ouest, ISLE pour l'Isle. La plaine alluviale de la Dordogne au sud qui marque la frontière du vignoble libournais. Troisième espace, le vignoble libournais au centre, avec des terrasses alluviales, alternance de coteaux et de plateaux calcaires. Et enfin, le vignoble de l'Entre-deux-Mers, au sud de la Dordogne. Problématique, un vignoble qui structure le territoire, mais dont l'intégration au marché mondial remet en cause la logique de terroir. 1. Un terroir viticole mondialisé où, fait rare, la production et le territoire sont labellisés. Un socio-terroir ancien. Juridiction de Saint-Émilion, rôle des rois anglais dans la création du vignoble, au XIIe jusqu'au XVe siècle, choix des cépages, travail d'assemblage, de vinification, conduisant à l'élaboration de crus, construction des domaines avec des châteaux et des chais, vignoble dynamisé par le pôle bordelais et divisé en 13 AOC. Des agro-terroirs variés. Vins de palus, de terrasses, de coteaux, exposition nord ou sud. Ces variations topographiques semble neutralisée par la présence d'une mer de vigne entre guillemets. Une filière intégrée de manière ancienne au marché mondial, commerce avec les Anglais, du temps où la Guyane était anglaise, diversification de la commercialisation, vente directe aux œnotouristes et export par avion. Les grands crus classés, Pétrus, Ozone, Cheval Blanc, sont présents dans les grandes ventes aux enchères mondiales. Le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO intègre ce territoire dans la mondialisation. 2. Un vignoble qui structure le territoire. Un vignoble qui crée une identité territoriale. Commune de Pomerol, créée par et pour l'AOC, paysage viticole dominant et château. Un vignoble qui façonne le peuplement. Un habitat dispersé autour de grands domaines polarisés par des châteaux. Un étalement urbain impossible. Le vignoble limite l'étalement urbain de Libourne. Le foncier est très cher. Il se maintient dans la ville. Le vignoble structure les axes de communication. Tracé en baïonnette des axes A89, N89, voie ferrée, qui contournent le vignoble le plus cher. Ces axes servent au transport du vin, à l'image du port de Libourne, construit pour son exportation. 3. Un territoire viticole sous tension. Une logique de marché et une logique du terroir, qui ont des difficultés à cohabiter. Crise de surproduction, qui interroge l'avenir de ce vignoble. Conflit sur les appellations également, par exemple Pomerol. Contradiction entre la communication sur un vin de terroir et l'extension de ce vignoble sur toute la zone. Appellation Saint-Émilion, sur la commune qui comprend des zones humides près de la Dordogne, assez peu propices aux vignobles de qualité, remise en cause de la qualité des vins, entraînant des conflits. Monoculture, dépendance et patrimonialisation. La monoculture et le prix du foncier empêchent toute autre forme de développement. La patrimonialisation fige ces territoires. Impossibilité d'aménager les communes pour les besoins des habitants. Des atteintes environnementales majeures enfin. Utilisation massive d'intrants chimiques. Mécanisation de la production et dégradation des sols s'opposent aussi à la qualité et créent des nuisances pour d'autres activités. Épandage de pesticides dangereux pour les populations. Tout le Libournais est en zone sensible d'après la DRAAF. S'ajoute le changement climatique qui remet en cause la durabilité du terroir. Conclusion. Un vignoble de renommée mondiale qui structure le territoire, qui produit de la richesse, mais dont la qualité est remise en cause par le productivisme et la logique de marché, remise en question de sa durabilité. Ce sujet est accompagné de 2 figures. D'abord une carte, un vignoble de prestige qui structure le territoire. Cette carte qui cadre Libourne et Pomerol et ce qu'il y a entre les deux montre la mer de vigne avec des parcelles immenses, production de masse très rentable, la surproduction y est fréquente. Les axes rapides qui contournent le vignoble et passent autour de Libourne. Les vignes qui limitent l'étalement urbain et qui entrent dans la ville, dans et autour de Libourne. Pour Pomerol, l'AOC de prestige qui a fondé la commune montre l'enjeu économique très fort pour se trouver dans la limite du finage de l'appellation.
Les vignobles de prestige organisent un peuplement, avec une multiplication des châteaux qui forment un habitat très dispersé. Enfin, on comptera des grands crus prestigieux, autour de Pomerol, comme le château Pétrus ou le château Le Cheval Blanc. Enfin la figure 2, la mondialisation provoque une extension du territoire qui remet en cause sa qualité, nous montre l'AOC Bordeaux, la moins prestigieuse, avec des vignes de palus, dans une zone très humide. Il s'agit d'un agro-terroir de faible qualité. Cette carte de la figure 2 nous montre Saint-Émilion et sa région sud. La ville même de Saint-Émilion est un site classé mondial, lieu de no-tourisme international. Juste au sud se trouvent des coteaux orientés sud-est et font un excellent agro-terroir. Plus bas, on trouve les terrasses alluviales, argilo-graveleuses, qui restent de plutôt bons agro-terroirs. L'espace est parcouru par des axes, qui concentrent les bâtiments industriels liés aux vignobles et qui permettent l'exportation. Les deux premières zones viticoles, plus proches de Saint-Émilion, diffèrent de l'AOC Bordeaux moins prestigieuse au sud. À la limite des deux se trouvent des vignes de palus, dans la zone humide, agro-terroir, de moins bonne qualité pourtant dans l'AOC Saint-Émilion. Ce sujet est accompagné de deux documents. Le premier, bataille juridique autour de l'appellation Pomerol, Pomerol, la carte et le territoire. De terredevin.com, 26 juillet 2013, carte du guide Achète des vins de 2018. Extrait. Une quinzaine de viticulteurs sont concernés par le décret numéro 2011-1613 du 24 novembre 2011, homologuant le cahier des charges de l'appellation Pomerol, lequel stipule notamment que tous les propriétaires vinifiant et ou élevant leur vin hors de l'aire géographique à la date du 31 juillet 2009 peuvent continuer ces opérations sur le territoire de ces communes jusqu'à la récolte de 2021, sous réserve du respect des autres dispositions du cahier des charges. En réalité, ce décret est venu remplacer un précédent, le numéro 2009-1237 du 14 octobre 2009. Il s'en distingue en faisant passer de 2018 à 2021 la date butoir pour les sans-chais, mais surtout en élargissant l'aire géographique de l'AOC Pomerol à une partie de la commune de Libourne. Or, entre-temps, le premier décret a été annulé par le Conseil d'État qui a reconnu qu'il y avait un excès de pouvoir. Saute citation. Voilà donc Pomerol engagé dans une bataille procédurière qui n'a rien à voir avec celle qui se joue à quelques kilomètres autour du classement de Saint-Émilion. Saute citation. Tout cela est vraiment dommage, regrette Paul Goldschmidt. Si l'AOC Pomerol voulait être différente, elle obligerait à passer en agriculture raisonnée, au lieu de chercher la petite bête sur le lieu de vinification. Le texte est accompagné d'une carte avec les différentes appellations. AOC du Libournais, Fronsac, Canon-Fronsac, Pomerol, la Lande de Pomerol, Saint-Émilion, Montagne Saint-Émilion, Saint-Georges Saint-Émilion, Lussac Saint-Émilion, puis Seguin Saint-Émilion, Franc-Côte de Bordeaux, Castillon-Côte de Bordeaux, enfin l'AOC Bordeaux, avec aussi des indications pour l'emplacement des crus de grande renommée et les limites de département. Enjeu du document. Ces deux documents posent la question de l'équilibre entre des logiques de terroir et les enjeux économiques. Ainsi, la carte nous montre 12 AOC, dont certaines sont très étendues, Bordeaux, Saint-Émilion, ce qui peut être contradictoire avec la volonté d'une forte spécificité. La volonté de durcir les règles de protection dans l'AOC Pomerol a pour but de mettre fin à certains abus qui amoindrissent la qualité et donc la valeur de l'appellation. L'idée de développer une agriculture raisonnée s'oppose à l'utilisation massive des intrants chimiques qui génèrent des pollutions, dégradent les sols et posent la question de la qualité réelle des vins produits. L'enjeu financier pour la délimitation de l'AOC est tellement fort qu'il se traduit par une bataille juridique lancée par ceux qui seraient exclus de l'AOC, ce qui oblige l'État à arbitrer. En 2021, la bataille juridique a pris fin. C'est finalement l'agrandissement de l'aire de Pomerol à 7 parties de communes, dont celle de Libourne, qui est décidée pour éviter d'exclure de grands châteaux dont l'échet était situé jusque-là à l'extérieur de l'aire d'appellation. On peut donc s'interroger sur l'identité de l'AOC. En effet, l'extension à une zone urbaine peut amoindrir l'effet du terroir, dont la logique est soumise ici à des intérêts économiques. Le document 2 montre l'évolution du prix moyen du vrac pour tous les millésimes. Il s'agit d'un graphique qui vaut pour le prix de tonneaux de 900 litres. Les prix dont on peut observer l'évolution est retenu en fin de campagne pour chacun des millésimes. On constate que presque tous les prix du Saint-Émilion, Médoc, des Côtes, des Bordeaux blancs et des Bordeaux rouges AOC ont augmenté, mais plus sensiblement encore pour le Médoc et le Saint-Émilion, qui se sont remis d'un pic atteint pour l'année 96-97 et 98-99. Enjeu du document. Le prix moyen du vrac est un bon indicateur de l'équilibre entre l'offre
récolte et stock, et la demande, commercialisation. On observe de nombreuses chutes qui correspondent donc à des crises de surproduction. Faible augmentation pour les AOC, les moins prestigieuses malgré une inflation globale, ce qui montre des difficultés économiques pour celles-ci, et un écart qui se creuse avec les AOC prestigieuses. Les questions type 1. Qu'est-ce qu'un grand cru classé? La mention grand cru existe depuis 1855 et permet de reconnaître la qualité supérieure d'une partie d'un vignoble. Dans le Bordelais, cela désigne un domaine, pour les châteaux classés, là où, en Bourgogne, l'expression recouvre seulement une parcelle. À l'intérieur de cette catégorie, Saint-Émilion a créé sa propre classification, révisable tous les 10 ans, dans l'ordre d'importance. Premier grand cru classé A, Cheval Blanc, Aussonne, Angélus, Pavie. Premier grand cru classé B, et grand cru classé. 2. À quel titre Saint-Émilion est-il classé au patrimoine mondial de l'UNESCO? L'UNESCO a classé en 1999 le paysage viticole autour de Saint-Émilion au titre de paysage culturel. Cette inscription concerne 8 communes qui composent l'ancienne juridiction de Saint-Émilion et 5000 hectares de vignes. 3. Qu'est-ce qu'un vin de Palu? C'est un vin de médiocre qualité produit dans les zones humides, notamment dans le Bordelais. Il a souvent servi comme vin de coupage pour les vins du Médoc. 4. Quels vins de Bordeaux sont les plus exportés? En volume, ce sont les appellations Bordeaux et Bordeaux supérieur à 62% en 2015, suivis des Médocs et des Graves. Cela montre qu'à l'export, la marque entre guillemets Bordeaux est suffisante pour garantir la vente. 5. Vers quel pays sont exportés les vins de Bordeaux? 44% de la production en volume est exportée, dont 37% vers les pays de l'Union européenne en 2019. La Chine et Hong Kong sont largement en tête des importations en valeur, suivies du Royaume-Uni, des États-Unis, de l'Allemagne et du Japon. 6. Quel est le rôle de la Dordogne dans le vignoble libournais? Elle a historiquement servi pour l'exportation des vins vers l'Angleterre et le monde. Le transport se faisait avec des gabarres, soit des bateaux à fond plat. Localement, elle sert toujours de régulateur thermique, car elle évite le gel des vignes. 7. Les Chinois rachètent-ils le Bordelais? Non, mais ils investissent. Les Chinois ont acquis de nombreux domaines viticoles français ces dernières années, environ 200 dans le Bordelais, soit plus de 2% de la surface viticole girondine. Ce sont essentiellement des Hongkongais qui ont investi dans ce secteur, notamment depuis 2008. Toutefois, en 2022, une cinquantaine de domaines possédés par des Chinois étaient à vendre. À tout concours, les cartes et sujets proches. Sujets possibles: vignobles et territoires ruraux. Carte IGN, l'Espar Médoc Pauillac 1434 SB. Autre sujet possible: le vignoble bordelais à vendre. Carte IGN, Blay, Bec d'Ambès 1535 SB. Autre sujet possible: des espaces agricoles intensifs. Carte IGN, Vertu de 1814 SB. Enfin, autre sujet possible, les territoires ruraux de la Champagne viticole. Carte IGN Reims Verzy de 1812 SB. Focus sur les pesticides et grands vins de Bordeaux, une alchimie problématique. En 2013, une enquête UFC Que Choisir, laboratoire Excel, EXCE2L, montrait que les vins de Bordeaux étaient les plus concernés par les forts taux de résidus de pesticides qui pouvaient atteindre 3300 fois la limite pour l'eau et contenir des traces de pesticides interdits. En 2017, une autre enquête, laboratoire Kudzu Science pour Info Médoc Pesticides, réalisée à l'Istrac dans le Médoc, montre la présence dans une école de 23 pesticides dont 4 interdits. Des associations se sont créées pour dénoncer l'utilisation massive d'intrants dans les zones habitées, obligeant le préfet de la Gironde à établir une cartographie des sites sensibles à la pollution aux pesticides viticoles. Depuis 2014, il est interdit d'épandre à moins de 50 mètres d'une école ou d'un autre bâtiment accueillant du public vulnérable. Ainsi, la concentration de pesticides dans les vins de Bordeaux a diminué depuis 4 ans. Une enquête de 2017 du UFC Que Choisir montre des taux 3 fois moins élevés qu'en 2013, mais sur un échantillon différent. Le problème est qu'il n'existe pas de LMR, de limite maximale de résidus de pesticides, pour le vin, car il existe seulement pour les raisins de cuve. Autre sujet type, un vignoble en crise, Perpignan, plage du Roussillon, échelle 1/25 millième, 2548 OT. Localisation et caractérisation. La carte est située dans le sud de la France, mer Méditerranée, dans le golfe du Lion, côte d'Améthyste, le Roussillon, soit la Catalogne, à 25 km de la frontière espagnole et du col du Pertus, à 190 km de Barcelone, dans la région Occitanie, département des Pyrénées orientales.
La carte est structurée en 3 espaces. À l'est, l'avant-pays maritime. Deuxième espace, la plaine littorale du Roussillon et la Salanque, drainée par la tête de l'Agly, polarisée par Perpignan. Et le troisième espace, au nord-ouest, la retombée des Corbières catalanes. Mes mots, pensez à définir vignoble. Crise, définie par période de dégradation d'un mode d'organisation économique, sociale, politique, entraînant sa remise en cause et son changement. Problématique. Comment le vignoble, élément structurant de l'espace, est-il devenu marginal et doit-il se recomposer? 1. Un vignoble de masse marqué par de nombreuses crises. Une mer de vigne, entre guillemets, ancienne, de l'époque romaine. Développement de gros bourgs ruraux, les Rivesaltes, avec l'arrivée du chemin de fer au XIXe siècle. Multiplication des MAS, des propriétés viticoles, et des caves coopératives. La vigne donnait son identité au territoire. Une présence inégale de la vigne aujourd'hui. Un vignoble de coteaux conservé au nord-ouest, autour de Rivesaltes. La pente permet le drainage des sols. Un vignoble plus clairsemé dans la plaine, ravagé par la crise du phylloxéra, avec des campagnes d'arrachage financées par l'Union européenne pour résoudre les crises de surproduction, concurrence des vins espagnols et italiens. 2. Un vignoble menacé par la mise en tourisme de la côte et l'urbanisation. Le désenclavement de la région renforcé par son attractivité, avec l'aéroport international, le TGV, l'A9, la N9, traversant les espaces viticoles. La mise en tourisme de la côte inverse les logiques territoriales traditionnelles, avec la mission Racine en 1963, bétonisation de la côte, création du port Barcadère de Saint-Cyprien et dédoublement des villages, comme Canet-en-Roussillon ou Carnet-Plage. Il y a un fort héliotropisme avec des résidences secondaires et des maisons de retraite. Le littoral devient l'espace moteur du territoire, au détriment de l'arrière-pays en crise. Un vignoble mité par l'extension de Perpignan. Périurbanisation, ZA, ZI, quartier résidentiel, forte emprise spatiale au milieu des vignes. Comblement progressif de l'espace interstitiel entre Perpignan et les communes rurbanisées qui l'entourent. 3. Face au développement des huertas dans la plaine, un vignoble qui renaît sur les coteaux. Les huertas, pour la production de fruits et de légumes, et les cultures fourragères remplacent la vigne, avec des aménagements hydrauliques importants pour irriguer. Réorientation des exploitations, car arboriculture et maraîchage plus rémunérateurs que la viticulture. Intensivité de la production avec les serres. Aussi, spécialisation de Perpignan, plateforme de redistribution des fruits et légumes en Europe, marché international Saint-Charles, avec la présence d'une gare de marchandises. Toutefois, forte concurrence des productions locales par les produits espagnols et italiens, due à l'espace Schengen. Enfin, une viticulture qui renaît grâce au tourisme balnéaire, complémentarité des territoires car les estivants sont en recherche de produits du terroir. Les labellisations AOP Muscat de Rivesaltes, AOP Rivesaltes donnent lieu à un œnotourisme naissant. Conclusion, la crise viticole conduit à une inversion des logiques territoriales. Aujourd'hui, la côte et l'aire urbaine perpignaise sont au cœur des dynamiques régionales, bien plus que l'arrière-pays viticole. Toutefois, la labellisation du Muscat de Rivesaltes peut laisser espérer une possible renaissance du vignoble roussillonnais. Ce sujet est accompagné de 2 figures. La première, le vignoble de Rivesaltes, un vignoble qui résiste à la crise, avec à l'ouest de Rivesaltes un vignoble de coteaux, mieux conservé, et à l'est de Rivesaltes un vignoble de plaine, plus clairsemé, avec des vignes remplacées par des vergers, des maraîchages et des cultures fourragères. On peut voir au nord une zone d'activité avec une forte emprise spatiale. On retrouve la gare de TGV, la 9, la N9, le désenclavement de la région renforce son attractivité. Apparaît aussi l'aéroport au sud de Rivesaltes, qui renforce cette attractivité. L'étalement urbain est perceptible dans la plaine, entraînant un mitage de la vigne. La figure 2, la vigne menacée par la mise en tourisme du littoral et par l'extension urbaine, nous montre un vignoble de plaine très clairsemé, avec des huertas, des cultures fourragères et des résidences secondaires qui ont remplacé la vigne. Depuis la mer Méditerranée, avec sa côte attractive, on trouve les villes balnéaires, qui sont des dédoublements de villes plus anciennes, comme Canet-en-Plage pour Canet-en-Roussillon derrière. Des serres sont visibles pour les activités autres que la vigne. Les différentes agglomérations, dont celle de Perpignan, s'étalent en une rurbanisation en pleine extension, et comblent les espaces interstitiels. Le sujet est accompagné de 2 documents. Le document 1,
part du potentiel viticole arraché dans les Pyrénées-Orientales de 2004 à 2011. Source www.franceagrimaire.fr. On y voit une carte des Pyrénées-Orientales avec la baisse du potentiel viticole de 2004 par PAD, soit les primes d'abandon définitif de la vigne. Est affichée la surface de vigne totale, 34 885 hectares en mai 2004 contre 27 224 hectares en décembre 2011. La carte, avec différentes nuances orangées, nous montre les lieux des plus intenses retraits de vignes, à l'intérieur des terres derrière Perpignan et au nord du département. Enjeu du document. Entre 2011 et 2020, la superficie viticole a baissé de 5000 hectares. On note que l'ensemble du département des Pyrénées-Orientales a été fortement concerné par les arrachages de vignes entre 2004 et 2011. Certains secteurs comme Rivesaltes, au nord-ouest de Perpignan, en rouge pâle sur la carte, sont épargnés en raison de la qualité du vin produit. L'incitation à l'arrachage a été soutenue par l'Europe qui a versé aux viticulteurs une prime à l'abandon définitif, PAD, censée permettre une restructuration du vignoble et une diversification de l'agriculture régionale, jusque-là en situation de monoculture. Le document 2, Saint-Charles International, première plateforme de commercialisation, de transport et logistique de fruits et légumes en Europe. Source, Chambre de commerce et d'industrie des Pyrénées-Orientales, consulté en 2018 via le site public-saint-charles-international.com, consulté en 2022. Extrait. Saint-Charles International est la première plateforme de commercialisation de transport et logistique de fruits et légumes en Europe. Il assure 50% des importations françaises de fruits et légumes. Depuis les années 1960, Perpignan et sa région ont développé une activité d'importation et de commercialisation de fruits et légumes, grâce à sa position stratégique à la frontière avec l'Espagne. Saute citation, Perpignan est alors une porte d'entrée administrative et douanière pour toutes les importations de la péninsule ibérique. Dans les années 1970, avec l'appui de la CCI, la Chambre de commerce et de l'industrie de Perpignan, les producteurs locaux et les importateurs de fruits et légumes se regroupent pour créer le marché international Saint-Charles, devenu depuis Saint-Charles International. Les principaux flux de fruits et légumes frais viennent du sud de la Méditerranée à destination principalement du nord et de l'est de l'Europe. Ces flux méditerranéens représentent 1 million de tonnes de fruits et légumes provenant directement d'Espagne. Chiffre donné par an. Avec plus de 1,73 million de tonnes, Saint-Charles International à Perpignan est en position de leader devant Munich en Allemagne, 1,1 million de tonnes. Burendrecht aux Pays-Bas, 1 million, et Milan en Italie, 0,9 million. Enjeu du document. Cet article permet de montrer la spécialisation de la plateforme perpignanaise à l'échelle européenne dans le commerce de gros, fruits et légumes. Il faut insister sur la situation géographique de Perpignan, proximité de la frontière espagnole et l'importance du col du Perthus. Il faut penser à croiser ce document avec la carte IGN, qui indique le marché à l'ouest de Perpignan et qui montre aussi le réseau de transport, gare de marchandises, nœud autoroutier, aéroport. Quelques chiffres sont ajoutés également avec ce document. Le marché international représentant 70 hectares, 150 entreprises, 2164 emplois directs, 200 000 mètres carrés d'entrepôts climatisés et 1,8 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Une photo aérienne du marché est également incluse. Les questions types. 1. Qu'est-ce que la crise du phylloxéra? À partir de 1864, un puceron ravage la vigne française. Pour lutter contre cette maladie, on en noie les ceps de vigne dans les plaines viticoles, mais cette méthode se révèle inefficace et a pour conséquence de nuire à la qualité du raisin et donc du vin. C'est en greffant des plants américains que l'on parvient à sauver le vignoble français du phylloxéra. Toutefois, certaines régions, comme le Languedoc et le Roussillon, ne se relèveront jamais vraiment de cette crise. 2. Pourquoi arrache-t-on la vigne autour de Perpignan? L'arrachage de la vigne dans la plaine s'explique par une crise de surproduction, la baisse de la consommation de vin de table en France, l'émergence sur le marché du vin de nouveaux concurrents comme l'Italie et l'Espagne, la difficulté à s'insérer sur le marché international, la tertiarisation de l'économie régionale et l'extension de l'urbanisation sont autant de facteurs qui expliquent que la viticulture ne soit plus une activité rémunératrice dans cette région. Pour essayer d'enrayer la crise viticole, l'Europe a contraint certains viticulteurs dont la production n'était pas labellisée à arracher la vigne sur leurs parcelles. Et ce, en échange du versement d'une prime, la prime à l'abandon définitif, PAD. Cette prime varie en fonction de la superficie à arracher et du rendement hectolitres par hectare. 3.
Pourquoi les haies sont-elles orientées nord-sud? Elles sont orientées ainsi pour protéger les cultures fruitières du vent. 4. Pourquoi utilise-t-on des serres alors que l'on est dans une zone peu touchée par le gel? Les serres sont utilisées pour intensifier la production. 5. Sur quoi portent les différents conflits d'usage? Les différents conflits d'usage portent sur le foncier, diminution de la surface agricole utile, SAU, cultivée en vigne, et sur l'eau, pollution et pénurie. Perpignan se situe en milieu méditerranéen. 6. Comment pallie-t-on le manque d'eau en été? Le manque d'eau est pallié par de nombreux réservoirs, points de captage et puits visibles sur la carte. 7. Le tourisme est-il toujours négatif pour les territoires agricoles? Non, car les touristes achètent des produits du terroir aux agriculteurs dans des circuits courts. 8. Pourquoi la côte n'est-elle pas particulièrement périurbanisée? Parce que les zones entre les stations sont protégées par le Conservatoire du littoral. À tout concours, les cartes et sujets proches. Sujet possible, un vignoble en mutation. Carte hygiène, Nîmes, Beaucaire, 2942 OT. Autre carte possible, diversité et transformation d'une campagne viticole. Carte hygiène, Béziers, 2545 ET. Autre sujet possible, vignoble et périurbanisation, stratégie et enjeux. Carte hygiène, Carpentras, Vaison-la-Romaine, dentelle de Montmirail, 3040 ET. Autre sujet possible enfin, les évolutions de la mer de vigne languedocienne. Carte hygiène, Pézenas, Murviel-les-Béziers, 2644 OT. Focus enfin, les vins doux naturels VDN, un remède à la crise? Les vins doux naturels, Rivesaltes, Bagnoul, Maury, Frontignan, Mirval, Lunel, Saint-Jean de Minervois, Baume de Venise, etc., dont beaucoup sont produits à partir de cépages muscat, sont une spécialité du sud de la France. Ce sont des vins mutés, c'est-à-dire que l'on ajoute de l'alcool au moment de la fermentation, ce qui a pour conséquence de bloquer l'action des levures. On obtient ainsi des vins très sucrés, souvent au-delà de 100 grammes par litre, et très alcoolisés, pouvant aller jusqu'à 22 degrés, que l'on peut facilement conserver, pour des vins de garde, par opposition aux autres vins du Languedoc et du Roussillon, qui sont, pour beaucoup, des vins de table. La labellisation de ces vins, en AOP, en fait véritable levier de développement pour une filière viticole en difficulté, que ce soit grâce à l'œnotourisme qu'il génère ou grâce aux exportations vers l'étranger, les États-Unis, le Canada ou le Japon. Ce focus est joint d'une photo du vignoble de Rivesaltes. Dernier sujet type sur les régions viticoles, la patrimonialisation d'un espace rural. Saumur, Bourgueil, Fontevraud-l'Abbaye, échelle 1/25 millième, 1623 ET. Localisation et caractérisation. La carte, au contact de 3 départements et de 3 régions, est située dans le centre-ouest de la France, bassin parisien, au contact de l'Anjou et de la Touraine. Contact avec le Val-de-Loire, à la confluence avec la Vienne, à l'est. Contact des pays du Saumurois, de Bourgueil, du Chinonais, au cœur du parc régional de Loire-Anjou-Touraine. La carte en forme de large vallée dissymétrique est structurée en 4 espaces. Au centre, sur un axe sud-est-nord-ouest, le lit mineur de la Loire et de ses affluents. Deuxième espace, les zones agricoles du lit majeur, essentiellement sur la rive droite. Troisième espace, les terrasses viticoles au nord et au sud, Bourgueil et Saint-Nicolas de Bourgueil et Saumur. Et quatrième espace, les plateaux boisés au nord et au sud. Mémo, pensez à définir patrimoine et patrimonialisation. Problématique. La patrimonialisation complète d'un territoire rural d'exception face aux enjeux de développement. 1. Un espace rural carrefour. La Loire polarise et organise l'espace. Centralité de l'axe ligérien à l'échelle nationale. Le carrefour régional et local comprend la confluence avec la Vienne, une ville de franchissement, pour Saumur, le contact administratif entre 2 anciennes provinces, 3 régions et 3 départements. Il est très aménagé. Routes, autoroutes, ponts, pistes cyclables, centrales nucléaires. La rive gauche, un espace de peuplement ancien et stratégique. Absence de ville importante. Rive non inondable constituée de tuffeaux, soit de craies sableuses, qui focalise un peuplement ancien, avec des camps romains, un habitat troglodyte, la ville, avec Saumur, les résidences nobiliaires de la Renaissance, les zones militaires pour Saumur et Fontevraud. La rive droite, le lit majeur, et les terrasses agricoles à 3 étages. 1. Le lit majeur inondable, avec grèves et marais, bocagers et maraîchers. 2. Les terrasses viticoles. 3. Le plateau boisé, le tout mis en valeur par une agriculture adaptée au terroir. 2. Patrimonialisé à différentes échelles. À l'échelle mondiale, classé depuis 2000 par l'UNESCO au titre de l'interaction entre les hommes et leur environnement. À l'échelle européenne et nationale, labellisation en AOP et AOC, d'un vignoble de terroir, agro et socio-terroir. Sur la rive droite, le Saint-Nicolas de Bourgueil,
et la rive gauche, le Saumur et le Chinon. À l'échelle régionale, enfin, la classification du PNR en 3 logiques patrimoniales. 1. La Loire domestiquée, le lit mineur, avec îlots, grèves, écosystèmes, adaptation aux crues, levée, turcie, TURCIE, S, pont, batellerie, disparu au XIXe siècle, port et chemin de halage. 2. La Loire bâtie, grande côte saumuroise troglodytique, château, jardin d'ornement, Saumur, Montsoreau, Brézé, abbaye royale de Fontevraud et de Bourgueil, ville de Saumur, école nationale d'équitation du Cadre Noir. 3. La Loire exploitée, rive droite avec bocage, moulins, chanvre, arboriculture, maraîchage, horticulture, vignoble. Rive gauche, carrière de tuffeau, champignonnière, vignoble. 3. Pour un territoire à la recherche d'un équilibre entre mise en valeur et protection. Des paysages agricoles en cours de mutation. Aménagement lourd pour l'autoroute A85. Dégradation du petit bâti rural, les moulins et les maisons rurales. Agriculture en mutation. Serre moderne, débocagisation. Aussi une zone à risque, centrale nucléaire de Chinon, la plus vieille de France, en 1963. Risque d'incident et zone sismique. Périmètre de territoire à risque important pour les inondations. Voir le territoire à risque important d'Angers, Val d'Authion, Saumur. Les nombreux acteurs de la protection. Rôle essentiel des acteurs publics, l'État avec l'armée, l'agence de l'eau et l'INAO, les régions avec le PNR, le syndicat mixte interrégional, les départements, les intercommunalités, les communes et les privés, comme EDF et les associatifs, avec les chasseurs et syndicats viticoles. Vient enfin un développement touristique exceptionnel, pour le no-tourisme, le tourisme culturel, gastronomique et vert. Conclusion, un espace rural de valeur universelle exceptionnelle, entre guillemets, VUE, dont la patrimonialisation à différentes échelles assure un développement économique par le tourisme et la diffusion des produits du terroir, les vins, avec comme risque une limitation des possibilités de mutation. Ce sujet est accompagné de 2 figures. La première, la rive droite de la Loire, un jardin français entre guillemets, entre conservation et mutation. Sur cette carte, on peut voir les anciens vignobles de Coteaux, avec des AOP et orientés au sud. Un bocage traditionnel un peu plus au sud. Ainsi que le PNR Loire-Anjou-Touraine. Les aménagements sont nombreux, avec une transformation intense du territoire. D'abord, le développement de cultures industrielles sous serre. Le remembrement, débocagisation et les grandes cultures. L'extension de l'habitat et de ses activités pour la commune de Bourgueil. Le plan d'eau récent, aménagé après la construction de l'A85. Et bien sûr, l'autoroute et l'échangeur. On soulignera plusieurs risques liés à l'eau. Le lit majeur de la Loire, inondable. La Loire domestiquée, avec la levée de terre dès 952, l'ancien port et le moulin, plus proche de la Loire, et le lit mineur de la Loire qui peut déborder. La figure 2, la rive gauche de la Loire, un paysage patrimonialisé, nous montre la grande côte saumuroise avec des habitats troglodytiques, des maisons nobiliaires, des manoirs, des châteaux. La rive gauche de la Loire comporte des monuments majeurs, le château de Montsoreau et l'abbaye de Fontevraud. Saumur, cité patrimonialisée avec château, pont et cadre noir, sont disposés autour du vignoble avec l'AOP Saumur-Champigny et du parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine. Elle recouvre la forêt de Fontevraud, en partenariat avec le camp militaire, l'ONF et EDF, notamment pour la centrale de Chinon. On y fait une mise en valeur environnementale de la chasse. Ce sujet est accompagné de 2 documents. Le premier, le classement du Val-de-Loire au patrimoine mondial. Source du texte whc.unesco.org. Extrait. Justification d'inscription. Critère 1. Le Val-de-Loire est remarquable pour la qualité de son patrimoine architectural, avec ses villes historiques telles que Blois, Chinon, Orléans, Saumur et Tours, mais plus particulièrement pour ses châteaux de renommée mondiale, comme celui de Chambord. Critère 2. Le Val-de-Loire est un paysage culturel exceptionnel le long d'un grand fleuve. Il témoigne sur un échange d'influences de valeurs humaines et sur le développement harmonieux d'interactions entre les hommes et leur environnement sur 2000 ans d'histoire. Critère 4, directement. Le paysage du Val-de-Loire, et plus particulièrement ses nombreux monuments culturels, illustrent à un degré exceptionnel les idéaux de la Renaissance et du siècle des Lumières sur la pensée et la création de l'Europe occidentale. Ces critères sont accompagnés d'une petite carte du lit majeur de la Loire, avec de petits affluents, et la définition du périmètre UNESCO et de la zone tampon UNESCO. Enjeu du document. Pour bénéficier du classement au patrimoine mondial, un site doit satisfaire au moins un des 10 critères fixés par la Convention. Ici, 3 ont été retenus. Le premier, représenter un chef-d'œuvre du génie créateur humain.
Le 2 témoignait d'un échange d'influence considérable pendant une période donnée ou dans une ère culturelle déterminée, sur le développement de l'architecture ou de la technologie, des arts monumentaux, de la planification des villes, ou de la création de paysages. Et le 4 offrir un exemple éminent d'un type de construction ou d'ensemble architectural ou technologique ou de paysage illustrant une ou des périodes significatives de l'histoire humaine. Plus un territoire a de critères, plus il a de chances d'être classé. Cela illustre, évidemment, la richesse patrimoniale du Val-de-Loire, mais cela interroge aussi la définition de ces critères. Sont-ils suffisamment nombreux, précis et pertinents pour distinguer les sites exceptionnels de la plupart des sites qui satisfont au moins une de ces exigences? En effet, de très nombreux sites français ou du monde correspondent à l'un de ces critères. Document 2, Journée européenne du patrimoine. 18 et 19 septembre 2021. Visite guidée de la centrale nucléaire de Chinon. Source www.openagenda.com. Source EDF par Guillaume Souvent. On voit d'abord sur le document une photo de la boule de la centrale nucléaire de Chinon. Extrait. La boule de Chinon, mise en service en 1963, fut la première centrale civile nucléaire française. Aujourd'hui reconvertie en musée, elle est un trait d'union entre l'histoire et la production nucléaire et celle de son territoire. Lors de visites guidées, le public pourra découvrir l'histoire de ce lieu emblématique et le fonctionnement d'une centrale nucléaire. Située dans une région célèbre pour ses châteaux et classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la boule, entre guillemets, patrimoine industriel unique en son genre, est le symbole d'une grande aventure industrielle qui a aussi marqué le développement économique de la région. Enjeu du document. Ce document pose deux questions. La première est d'ordre environnemental et culturel. La seconde d'ordre patrimonial et politique. Pour des raisons économiques, autonomie énergétique, et techniques, besoin de l'eau, de la Loire pour refroidir les réacteurs, la centrale nucléaire de Chinon a été placée au cœur du Val-de-Loire. Elle s'oppose, de fait, au paysage culturel de la Renaissance ou aux enjeux environnementaux du jardin de la France, entre guillemets. Cependant, le processus de patrimonialisation concerne autant le patrimoine industriel, comme le paysage minier du nord de la France, que celui artistique de la Renaissance. EDF, avec son programme de valorisation du patrimoine industriel appelé EDF Audicelec, joue de cette évolution pour communiquer positivement sur une centrale vieillissante et fortement contestée. Les questions type 1. Comment fonctionne le classement au patrimoine mondial? À la suite de la création de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, en 1945, la Convention du patrimoine mondial pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, entrée en vigueur en 1972, reconnaît des biens de valeur universelle exceptionnelle, entre guillemets, VUE. Elle stipule que le Comité du patrimoine mondial établit, met à jour et diffuse, sous le nom de liste du patrimoine mondial. Une mise à jour de la liste est diffusée tous les 2 ans. En 2024, elle comporte 1199 sites. Le Comité du patrimoine mondial définit les critères d'inscription d'un bien. Les États qui ratifient la Convention acceptent de conserver les biens se trouvant sur leur territoire en les inscrivant sur la liste du patrimoine mondial. Chaque bien inscrit comprend un périmètre matérialisé par une carte précise, auquel peut s'ajouter une zone tampon ou zone d'attention patrimoniale, constituant une protection supplémentaire, susceptible d'évoluer dans le temps. 2. Qu'est-ce qu'une valeur universelle exceptionnelle, VUE? La VUE signifie une importance culturelle et ou naturelle tellement exceptionnelle qu'elle transcende les frontières nationales et qu'elle présente le même caractère inestimable pour les générations actuelles et futures de l'ensemble de l'humanité. 3. Quelles conséquences d'un classement du patrimoine mondial? Grande visibilité, pouvant entraîner des retombées économiques, aide financière, développement touristique, en fonction de l'accessibilité du site. En contrepartie, on peut assister à une saturation du fait de la touristification, voire l'opposition entre les volontés de développement et l'obligation de conservation. 4. Qu'est-ce que le cadre noir? Le cadre noir de Saumur est un corps de cavaliers d'élite, instructeur à l'École nationale d'équitation, ENE, perpétuant la tradition d'équitation française, elle-même inscrite depuis 2011 par l'UNESCO sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. 5. Dans quel sens coule la Loire? La Loire prend sa source au mont Gerbier de Jonc et se termine par son estuaire nantais. L'amont, sur la carte, se situe à l'est, tandis que l'aval est à l'ouest. Les rives sont définies par le sens de l'écoulement, la rive droite au nord, la rive gauche au sud. 6. Qu'est-ce qu'un habitat troglodytique et non troglodyte? C'est un habitat souterrain ou creusé dans la roche
sédimentaire ou volcanique, à flanc de relief. Perçu comme un mode d'habitat exceptionnel, 16 sites troglodytiques sont actuellement classés au patrimoine mondial. Atouts, concours, cartes et sujets proches. Sujets proches. La montagne basque, patrimoine agricole, patrimoine rural. Carte IGN, Hendaye, Hendaye, Saint-Jean-de-Luz, 1245 OT. Autres sujets possibles, vignoble et patrimonialisation. Carte IGN Reims et Verzy, 2812 SB. Autre sujet possible, enfin, les enjeux de la patrimonialisation d'un territoire agricole. Carte IGN de Bayeux, Aroman-Chez-les-Bains, plage de débarquement, 1512 OT. Vient ensuite un focus sur la dépatrimonialisation ou les limites du tout patrimoine. La dépatrimonialisation est un courant de pensée qui questionne les limites du processus de patrimonialisation, dans la foulée des Critical Heritage Studies anglo-saxonnes. 3 axes viennent interroger le processus de patrimonialisation. Tout d'abord, l'inflation patrimoniale, Heritage Boom, qui survient à partir des années 2000, notamment du fait de la reconnaissance du patrimoine immatériel, Convention de 2003. Quelle est la valeur du patrimoine si tout est patrimonialisable? En 2009, Nathalie Heinrich écrivait La fabrique du patrimoine, de la cathédrale à la petite cuillère, entre guillemets. Paris, édition de la Maison des sciences de l'homme. Aujourd'hui, les demandes de patrimonialisation concernent autant des sites archéologiques que la baguette française, voire photos s'y contre. Dans le même temps, depuis mai 2020, un certain nombre d'œuvres reconnues sont contestées ou renversées au nom de leur lien avec la colonisation. On parle de décommémoration, ciblant la dimension politique de la patrimonialisation. Enfin, on peut s'interroger sur le risque de muséification des processus de patrimonialisation, figeant des pratiques ou des lieux qui auraient pu connaître des évolutions, comme certains quartiers de ville, des zones agricoles ou des pratiques sociales. Une mémoire à la sélectivité contestée ne risque-t-elle pas d'être un obstacle au développement ? On nous précise sous une photo de baguette qui accompagne ce focus, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a décidé de présenter la candidature de la baguette de pain à l'inscription à l'UNESCO. Elle a été préférée au Toit de Zinc de Paris et à une fête vinicole en Arbois. L'UNESCO l'a inscrite sur la liste du patrimoine immatériel en 2022.